En tout état de cause, la personne visée, c'est-à-dire Andreï Yermak, qui est le tout-puissant chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, est en soi on va dire une preuve que le scandale de corruption en Ukraine est en train progressivement d'atteindre le président lui-même. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, ce matin, les agences anticorruption NABU et SAPO ont lancé une vaste perquisition au domicile du très puissant chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Que faut-il en conclure ? Alors, il est un peu tôt pour conclure. Les recherches commencées ce matin, mais c'est la prolongation d'une vaste enquête de la part de ces agences anticorruption qui ont été créées pendant la guerre en Ukraine à l'initiative des Américains, c'est-à-dire que ce sont les Américains qui ont forcé l'Ukraine à se doter de ce type de juridiction. Il est un peu tôt pour dire ce que ça va donner. En tout état de cause, la personne visée, c'est-à-dire Andreï Yermak, qui est le tout-puissant chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, est en soi on va dire une preuve que le scandale de corruption en Ukraine est en train progressivement d'atteindre le président lui-même. On s'attaque pour le moment à son bras droit, mais tout le monde se dit quelle va être la suite, est-ce que les agences vont aller jusqu'à inculper Zelensky ? Tout est possible. C'est-à-dire que tant que c'était ses ministres, bon, on pourrait dire il y a quelques brebis galeuses. Là, c'est le cœur du système Zelensky qui est visé, c'est Andreï Yermak, son tout-puissant chef de cabinet. Qui est Andreï Yermak et pourquoi a-t-il autant d'influence sur le président Zelensky ? Alors, Andreï Yermak, c'est quelqu'un qui... D'abord, c'est un célibataire endurci, c'est quelqu'un qui a vécu, au départ, c'était un entrepreneur avant la guerre, quelqu'un qui commercialisait des produits de luxe en Ukraine, dont la route a croisé celle de Zelensky en 2011, à l'époque où Zelensky était artiste. Et donc, Yermak a été présenté à Zelensky. Ce qui a toujours impressionné Yermak chez Zelensky, c'est la façon dont Zelensky parle de sa famille. Il y a une grande, on va dire, chez Yermak, une grande peine à ne pas avoir fondé de famille. Et Zelensky est devenu, quelque part, la famille de Yermak. Ces deux personnages ont été fusionnels depuis très longtemps. Rapidement, il est devenu son conseiller en communication pour les affaires internationales en particulier. Quand Zelensky a mené sa campagne présidentielle, il a été de A à Z avec le président, il était son confident. Et progressivement, tout ça, quand Zelensky est arrivé au pouvoir, Yermak a occupé des postes de plus en plus importants et de plus en plus proches du président. Depuis le début de la guerre en Ukraine, au moment du déclenchement de la guerre, Yermak est avec Zelensky, il fait partie de ceux qui restent avec le président au moment où Kiev est quasiment assiégé. Vous savez, à cette époque, on est en février-mars 2022, les troupes russes sont stationnées tout autour de Kiev. Zelensky reçoit un message du président Joe Biden qui lui dit « Est-ce que tu as besoin qu'on vienne t'extraire, qu'on vienne te sauver ?» Et Zelensky, comme Yermak, ils font partie de ces gens-là, qui disent à Joe Biden « Nous n'avons pas besoin d'un avion pour partir ». En anglais, c'est « We don't need a lift out ». On a besoin d'armes, on a besoin de suppléments d'armes. Et du coup, évidemment, c'est ce qui va commencer à faire la légende de Zelensky, le résistant, le Churchill ukrainien, appelons-le comme on veut, et Yermak est à ses côtés. Il n'empêche que, progressivement, Yermak va devenir donc le conseiller, le chef de cabinet, jusqu'à, on va dire, substituer ou créer autour du président un gouvernement mixte. C'est-à-dire que pour accéder à Zelensky, on est obligé de passer par Yermak. Et Yermak a structuré tout le gouvernement pour mettre des hommes à lui,
faisant démissionner certains, s'attaquant à Kirilo Budanov aussi, le tout-puissant chef du GUR, des renseignements militaires ukrainiens, l'homme des coups tordus ukrainiens contre les Russes à l'international. Kirilo Budanov avait été pressenti pour devenir ministre de la Défense. Andrei Yermak s'y est opposé. Il a congédié le chef de l'agence publique d'énergie ukrainienne, celui-là même qui avait permis pendant plusieurs hivers à l'Ukraine de résister aux attaques des drones russes sur les infrastructures ukrainiennes et de faire en sorte que les Ukrainiens, à peu près, continuent à recevoir de l'électricité. Et ça a été une des premières erreurs de Yermak qui, paradoxalement, autant sa puissance est importante, autant sa popularité a décliné. Et il y a un mécontentement vis-à-vis de Yermak au sein même de la population ukrainienne. Régis, cette perquisition fait suite à une enquête déjà publiée par ces mêmes agences anticorruption sur Timur Mindic, un proche du président Zelensky, et plusieurs ministres, révélant un scandale de pots de vin, notamment sur le secteur énergétique. Ça tombe très mal pour le président Zelensky. Ah oui, ça tombe mal parce qu'on est dans une période, on l'a largement commenté ici sur Omerta, où le front ukrainien est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui. On le sait qu'il n'y a pas de percée majeure, mais par exemple dans la zone de Zaporijjia, qu'on a toujours tendance à oublier, la ville de Goulaïpol, par exemple, est quasiment à portée des Russes. Ils sont déjà dans les faubourgs, et ça s'est fait à la faveur d'une accélération de leur offensive et d'une prise de plusieurs dizaines de kilomètres par jour dans cette zone de Zaporijjia, pour une raison simple. Ça illustre quoi ? Ça illustre que, d'abord, le relief leur est favorable là-bas, mais surtout qu'il n'y a pas de troupes ukrainiennes en face, ou qu'il y en a de moins en moins. Donc on sait que pour le Donbass, il y a les forteresses ukrainiennes qui existent depuis 2014, Kramatorsk, Sloviansk, Siversk, Pokrovsk, Kupiansk, qui peuvent résister parce qu'elles présentent encore des lignes de défense, même si celles-ci ont tendance à s'affaiblir. Le front, globalement, craque, même si les Russes, comme je le dis, ne font pas encore de percée majeure, parce que les Ukrainiens disposent, cette année, l'objectif des Ukrainiens, c'était la fabrication de 5 millions de drones. Ils utilisent excellemment les drones en position de défense pour combler quelque peu à la pénurie d'hommes, c'est-à-dire que les drones leur permettent d'arrêter ou de ralentir les offensives russes, mais elles ne leur permettent pas d'accélérer en sens inverse les offensives ukrainiennes. Il y a quelques offensives, l'Ukraine, dans certains secteurs, a pu reprendre un peu de terrain, mais c'est résiduel par rapport aux gains qu'ont fait les Russes. Donc cette situation extrêmement critique pour Zelensky sur le front montre qu'il y a vraiment péril en ce moment. D'autant que, et là, est-ce un hasard ou pas, on peut s'interroger, il y a un nouveau plan de paix qui a été proposé par Trump, extrêmement favorable à la Russie. Certains disent que celui qui prenait des notes, c'était Steve Witkoff, et celui qui dictait, c'était Kirill Dmitriev, le monsieur USA de Vladimir Poutine. Les deux s'entendent, les deux ont préparé ce plan en 28 points, dont certains points sont assez étonnants, extravagants, et ressemblent bien à un contrat à l'américaine, avec des garanties d'annulation du contrat. On a l'impression de voir un document de business plus qu'un document diplomatique. Très intéressant de le lire. J'encourage d'ailleurs les gens d'Omerta, ceux qui nous suivent, à aller lire les 28 points et voir aussi la contre-proposition ukrainienne européenne et ukrainienne avec les 19 points. C'est très intéressant de comparer les deux. C'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. On revient sur Zelensky. Donc Zelensky, fragilisé par ce scandale qui touche son ministre de la Justice, sa ministre de l'Électricité, son ministre de la Sécurité nationale, qui est parti du pays, et donc qui éclabousse aujourd'hui son chef de cabinet. Donc ça le fragilise. Évidemment, dans le cadre de la négociation, Zelensky, et Trump l'a signifié à 2 reprises au moins, si Zelensky n'accepte pas le plan de Trump,
les États-Unis se désengagent. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que, et on va revenir à ce qu'on disait au début, ces deux agences, NABU et SAPO, c'est-à-dire le bureau d'enquête et SAPO qui est la branche, l'office lié à la juridiction suprême ukrainienne, au procureur ukrainien, et donc ont été mises en place par les Américains. Chez NABU, vous avez un bureau du FBI, par exemple. Est-ce que l'éclatement de ce scandale n'a-t-il pas été provoqué par les Américains pour faire en sorte que une espèce de moyen de pression. Zelensky ne puisse qu'accepter le plan? C'est la question. On sait que les Américains travaillent aussi, J.D. Vance l'a signifié déjà plusieurs fois, avec Valéry Zaloujny, qui est le grand rival de Zelensky, qui actuellement occupe le poste d'ambassadeur à Londres, grand général, ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Très intéressant d'ailleurs la mutation de Zaloujny quand on le voit en photo hier, quand il était chef d'état-major, il était avec sa barbe slave très dure des hommes de l'Est, son visage rouge, gros, sa casquette, son uniforme. Aujourd'hui, il est en costard-cravate, c'est presque un président en campagne, il a déjà des équipes pour la prochaine présidentielle, il a prévu de se présenter, et quelque part, c'est en train de devenir l'homme des Américains. Je ne vais pas m'étendre sur Zaloujny, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a un remplaçant. Le scandale éclabousse Zelensky. Au moment de la nouvelle proposition, au moment où Trump revient à la charge sur le règlement du conflit, et Zelensky, en ayant travaillé avec les Européens à Genève et avec Marco Rubio, qui est on va dire, le monsieur Ukraine. Steve Witkoff est plutôt le monsieur Russie, Marco Rubio, secrétaire d'État, est plutôt le monsieur Ukraine, au niveau sensibilité, on va dire. Donc Rubio est allé à Genève pour rassurer les Européens et Zelensky, pour leur dire « vous êtes toujours à bord, et signons ce plan, essayons de l'améliorer ». Toujours est-il qu'aujourd'hui, le plan, il n'a toujours pas été officiellement commenté, alors légèrement par Vladimir Poutine, hier, qui a expliqué que, d'abord, qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Europe, et deux, qu'il voulait les territoires revendiqués par les Russes. Voilà, il arrêterait la guerre quand il aurait les territoires. Donc on sent bien que cette question des territoires est le cœur nucléaire de le possible aboutissement du projet de paix. Bon, toujours est-il que, pour le moment, le médiateur est américain. Zelensky parle au médiateur, dit « j'adhère au plan de Trump ». Les Européens disent « oui, mais notre plan, on l'a corrigé, etc. Voilà vers où il faut aller. Discutons ». Personne ne dit à Trump « on ne veut pas de ton plan ». Ça avait été le cas précédemment, notamment après Anchorage. Là, la semaine prochaine, ça va être l'heure de vérité. Witkoff et Kushner, Jared Kushner, le gendre de Trump, son monsieur diplomate depuis pas mal d'années, concepteur des accords d'Abraham, entre autres, va se déplacer aussi à Moscou. On sent bien que Vladimir Poutine n'est pas dans une position de négociation. Il a fait ses remarques hier, mais il n'a absolument pas amendé son agenda dans l'idée de négocier, puisque cette fin de semaine, il s'est rendu au Kyrgyzstan. La semaine prochaine, il sera à Moscou. Il a dit, là, oui, quand je serai à Moscou, je suis prêt. Donc il n'a pas changé son ordre du jour. C'est très important de regarder quelle est l'attitude des différents protagonistes pour comprendre peut-être quelle est leur intention derrière. Donc Poutine va attendre de regarder ce nouveau plan. Pour finir, l'affaiblissement de Zelensky à cause de ce scandale de corruption fait que Zelensky, quelque part, n'a plus le choix que d'accepter ce que va lui dire Trump. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre.
Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Régis, le scandale mis en exergue par ces agences anticorruption touche l'agence nucléaire Energatom. Mais il existe d'autres soupçons de corruption dans le domaine des armes notamment, et ce depuis un petit bout de temps. Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'il existe aussi auprès du ministère de la Défense une agence indépendante qui conduit des audits sur la façon dont les armes sont acheminées en Ukraine, qui sont les acteurs, combien elles sont payées. L'Ukraine produit elle-même, ça c'est la prouesse de l'Ukraine, c'est d'être parvenue en 2025 à produire 60% de son besoin en armes. On a oublié un petit peu qu'avant l'indépendance de l'Ukraine, à l'époque de l'Union soviétique, l'Ukraine était un gros producteur d'armes pour l'Union soviétique. Donc elle a ce savoir-faire, et d'ailleurs, elle a copié, on va dire, notre fameux canon César, pour ceux qui s'y intéressent, qui est surutilisé en Ukraine et qui aujourd'hui, malheureusement, n'a plus les capacités mobiles de se déplacer, étant donné que les drones ont changé la guerre. Il est utilisé en artillerie, mais il est surutilisé. Et les Ukrainiens ont créé une sorte de copie du César, qui s'appelle Bogdana, qui est un camion. L'année dernière, ils en produisaient ils en ont produit une unité. Là, ils en sont à 40 par mois. Donc, ils ont vraiment mis en action leur industrie d'armement, qui est aussi ciblée par les Russes. Les Russes aussi sont en pleine production. On est dans une quasi-économie de guerre. Et l'Ukraine, donc, est capable de produire. Mais l'Ukraine achète encore beaucoup. Et l'Ukraine se fait livrer des armes. Et dans les contrats d'achat, ce qui est très problématique avec ce qui se passe en Ukraine, c'est que vous avez à peu près 2000 vendeurs d'armes au monde, à laquelle l'Ukraine achète des obus, achète toutes sortes d'armements. Les contrats, les auditeurs, ceux qui regardent le type de contrat, par exemple dans l'année qui s'est écoulée, il y a plusieurs centaines de contrats qui ont été émis. Eh bien, systématiquement, quand il y a un appel d'offres, l'Ukraine achète l'offre la plus chère. C'est systématique. Alors, ce n'est pas en soi une preuve de corruption, mais il y a quand même quelque chose à regarder. Des personnes qui ont participé à ces audits se sont plaints plusieurs fois, justement, de cette absence, de cette, on va dire, incohérence, mais du fait que parfois l'argent est versé, le matériel n'arrive pas, ou il est lacunaire, ou qu'une partie est seulement... voilà. Donc sur la question de l'armement, il y a aussi de grands doutes. Tout ça, on a parlé de corruption dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'armement. Ça n'a quand même rien d'étonnant, étant donné qu'avant la guerre, l'Ukraine était considérée comme un des pays les plus corrompus au monde. On sait que Trump est particulièrement sourcilleux quand il s'agit de dépenser l'argent des États-Unis, à la différence de son prédécesseur, qu'il a demandé des audits sur toutes les sommes qui avaient été dépensées en aide à l'Ukraine par les États-Unis, et qu'aujourd'hui, évidemment, ces deux agences, SAPO et Nabu, sont un petit peu le sous-marin des États-Unis là-bas, pour essayer de regarder ce qui se passe. On oublie aussi, et on va revenir à Yermak, que le 22 juillet dernier, donc, les Ukrainiens étaient descendus dans la rue, parce que Volodymyr Zelensky avait expliqué qu'il fallait purger ces deux agences des éléments pro-russes. C'est le truc classique. Quand on veut se débarrasser, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la gale. En Ukraine, quand on veut se débarrasser de quelque chose de gênant, on dit que c'est les Russes qui sont voilà. Et Zelensky avait promis de purger ces deux agences
en quelque part les mettant sous la coupe de la présidence. Les Ukrainiens sont immédiatement sortis en pleine guerre dans la rue. Il y a eu des milliers de personnes à Kiev. Et qu'est-ce qu'il y avait sur les pancartes et dans les slogans? Yarmak dégage, Yarmak va te faire foutre. Énormément de ressentiment parce que les Ukrainiens savent que le maître d'œuvre de tout ça, c'est bien Yarmak. Et pourquoi Zelensky a-t-il voulu, on va dire, contrôler ces deux agences? Pour une raison simple, qui est donnée d'ailleurs par une ONG ukrainienne, Transparency International, qui dit que, tout simplement, parce que à l'époque, dès juillet, le bureau d'enquête anticorruption menait des enquêtes précisément sur des personnalités de haut rang, et on sait aujourd'hui que c'était les ministres de Zelensky, et peut-être même Zelensky lui-même. Donc ils étaient au courant, ils voulaient se saisir des dossiers pour supprimer, ou pour, on va dire, empêcher que ces scandales n'atteignent le haut du panier, que quelques subalternes soient, on va dire, congédiés ou emprisonnés au passage, c'est pas grave, mais il fallait surtout pas que ça monte en haut. Or, c'est monté en haut. Merci Régis. Merci. J'en profite de cet entretien pour vous encourager, vous dire que chez Omerta, on a besoin de vous. On a besoin que vous nous souteniez financièrement si vous pouvez le faire, que vous continuez, que vous vous abonniez aussi à notre application parce que les vidéos sont intéressantes, mais il y a aussi notre travail sur le terrain, il y a tout le travail qu'on fait, nos documentaires, et ça, c'est l'application Omerta que vous pouvez télécharger. Ça coûte 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Donc allez-y, n'hésitez pas, parce que voir nos vidéos, c'est très bien, mais voyez aussi le cœur de nos métiers, qui est le grand reportage, vous avez aussi plein de bonus sur cette application, l'avis de la rédaction, le making-of des reportages, comment on va sur le front, comment on va en Afghanistan, comment on va en Syrie, comment on va au Liban, comment on va en Afrique. Bref, tout ça est sur l'application. N'oubliez pas au passage aussi que le magazine Omerta est toujours en vente, consacré au Congo. Le documentaire est aussi accessible. Cette fois, vous pouvez le voir gratuitement sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était mon petit message du jour. Merci Régis. Merci Aïcha.